Alors, vous parliez de la pression médiatique, du lynchage médiatique, même de toute cette mécanique qui se met en route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'instrumentalisation par le pouvoir du droit, il y a aussi le fait que l'ensemble de notre vision du droit est influencé terriblement par les idéologies dominantes, celles du moment. Je pense à une affaire sur laquelle vous avez écrit et qui, à mon avis, est caractéristique, l'affaire Jacqueline Sauvage, qui raconte exactement comment finalement la chose jugée est contestée au nom d'un tribunal médiatique et comment petit à petit le citoyen ne peut plus avoir conscience de ce qu'est le travail d'un juge face à un accusé et face à un procès. Alors, cette histoire, elle est extraordinaire parce qu'effectivement, vous avez eu, sur le plan des faits, une affaire où la justice, avec ses armes, et une instruction extrêmement minutieuse, 2 procédures successives, puisqu'il y a eu un appel, et on a réussi à cerner une vérité judiciaire. C'est une notion très importante, la vérité judiciaire, qui entretient parfois des rapports lointains avec la vérité objective. C'est possible, mais une vérité judiciaire, parce qu'elle a, une fois que les procédures ont été respectées, le mérite de permettre à l'État d'exercer sa violence légitime. Être enfermé entre 4 murs pendant 30 ans, c'est une violence considérable. Bien. Donc, en ce qui concerne Madame Sauvage, c'était pendant 10 ans. Et donc, cette vérité extrêmement précieuse à laquelle on est arrivé, Madame Sauvage condamnée 2 fois successivement à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari, échappant d'assez peu à la préméditation d'ailleurs, parce qu'il se trouve que j'ai été voir un peu ce qu'il y avait dans le dossier. Quand cette affaire a été lancée, j'ai vu les campagnes, entendu ce qu'on racontait, 47 ans de violence, et que c'était une condamnation injuste, sinon inique, et qu'elle aurait dû être acquittée, comme disait Madame Valérie Boyer, partisan de la légitime défense différée. C'est-à-dire que si votre mari est méchant, vous pouvez le tuer 2 jours après, 3 jours après. Bon, donc, mais pas dans l'autre sens. Oui, c'est uniquement si c'est votre mari et que vous êtes une femme. Tout à fait. Mais donc, et c'est ce décalage, moi, qui m'a sauté aux yeux et qui a fait que je suis intervenu assez rapidement. Je me dis, comment ça ? 2 fois 10 ans, 2 jurys, une 50aine de personnes qui ont eu à connaître de cette affaire, les juges d'instruction, les experts, etc., qui sont arrivés à un consensus, qui ont pu élaborer cette vérité judiciaire, et ils auraient tous menti, ils auraient tous été des machistes ou des machopithèques, comme on dit aujourd'hui, etc. Ça ne colle pas. Et bien à ce moment-là, on décroche son téléphone, on va faire un petit saut, voir ce qui s'est passé. Je l'ai fait pour d'autres affaires, et on s'aperçoit qu'il y a, je veux dire, un mensonge officiel. C'est-à-dire que le pouvoir, François Hollande, histoire de faire plaisir à une clientèle quelle qu'elle soit, a donc décidé de bafouer les décisions de justice telles qu'elles ont été prises. Il faut quand même rappeler que Madame Sauvage, qui était un personnage assez particulier, avait fait l'objet de 2 refus de liberté conditionnelle, parce que les juges de l'application des peines étaient assez sidérés par son comportement. L'administration pénitentiaire était partagée entre le fait de la sanctionner et le fait de s'en débarrasser le plus vite possible, parce qu'elle était tout à fait particulière. Et puis quand on connaissait le dossier, en tout cas la storytelling, comme on dit, qu'on nous avait servi, était totalement fausse. Et là, la responsabilité des autorités, si on parle de séparation des pouvoirs, ce qu'a fait François Hollande est une très mauvaise action. Que Madame Sauvage soit maintenant en liberté, tant mieux, elle a été rendue à ses filles, y compris son parti, ça c'est leur affaire, mais avoir bafoué à ce point une décision de justice et l'avoir disqualifié, parce qu'il y en avait 2, les avoir disqualifiés, c'est quelque chose de grave. Et je pense que c'est pas sans influence sur le fait qu'aujourd'hui, et en particulier le pouvoir actuel, on n'est pas trop d'état d'âme à instrumentaliser la justice à des fins politiques. Parce que ce qui caractérise quand même cette période, moi alors, on pourra peut-être parler, je ne sais pas, de la répression des Gilets jaunes, de cette répression de masse très particulière à laquelle on a été confronté, mais une des caractéristiques de l'attitude actuelle de la justice, c'est la mansuétude, sinon la protection de la Macronie et de l'entourage d'Emmanuel Macron. Ça c'est ce qui me stupéfie le plus. Vous pensez à M. Richard Ferrand, par exemple? Je pense à Richard Ferrand, si vous voulez. Bon, il y a, vous savez, le palais de justice, c'est pratique parce qu'il y a plein de bruits qui courent. Alors après, on peut vérifier certains, etc. Il y a le refus du réquisitoire supplétif sur le coffre de M. Benalla. Moi, on m'a dit...
Ah, vous savez, il faut savoir protéger l'État. Ah bon, très bien. Qu'y avait-il donc dans ce coffre? Hein, alors aujourd'hui, cette justice-là est disqualifiée. Il y a Madame Pénicaud. Madame Pénicaud, dans une affaire, c'est une de mes La spécialités. petite soirée à Los Angeles À Las Vegas, pour aller voir Monsieur Bolloré. Voilà, Pour aller voir Monsieur Bolloré, je veux dire, où les infractions de délit de favoritisme, j'ai écrit 2 livres sur le sujet, sont tout à fait avérées. On peut peut-être rappeler, c'est en janvier 2016, oui, si je ne me trompe, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, va à Las Vegas à la French Tech, et cette soirée est une soirée en fait de campagne, de lancement, de mise en et de rendez-vous avec des et de rendez-vous avec ceux, en effet, qui vont pouvoir ensuite mettre en place cette campagne. Or, rien n'a été fait dans l'organisation de cette soirée de façon à respecter les règles officielles qui entourent ce genre d'événement. Et ça a coûté, si je ne me trompe, quelque chose comme 300 000 € aux contribuables. Un peu plus. Alors, si on prend cette affaire, ça a coûté 400 000 €. Comment ça s'est passé? Vous venez de décrire, mais dans les faits, techniquement, Emmanuel Macron prend tardivement la décision d'aller à Las Vegas. Donc il s'adresse à France Business, qui est une société publique, un établissement public dirigé par Madame Pénicaud, qui en est la directrice, qui est une de ses amies, ce qui est parfaitement légitime. Et donc le cabinet vient dire à Pénicaud, il faut qu'on aille à Las Vegas. Donc il faut l'organiser, ce voyage. Il faut faire venir des gens, il y a des réservations, enfin c'est un métier. Et donc comment est-ce qu'on peut faire? On va demander à Havas. Havas qui a déjà quelques jolis contrats, dont on dit beaucoup qu'il faudrait aussi en parler. Et donc, mais problème, le code des marchés ne permet pas de faire un gré à gré. Donc il faut lancer un appel d'offres. Oui, mais on n'a plus le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis en train de vous faire les dialogues entre le cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Madame Pénicaud, parce que je pense que ça s'est passé comme ça. J'ai une certaine expérience de la gestion publique, et par conséquent, je sais comment les décisions sont prises. Donc 2-3 coups de téléphone, des emails, on est gêné. Tant pis, passez outre. C'est probablement ce que quelqu'un a dit ou quelqu'un a écrit. Et donc, on a décidé de faire un gré à gré. Très bien, mais on a violé le Code des marchés publics, article L432-14 du Code pénal. C'est une infraction et par conséquent, sur le plan pénal, il doit y avoir des poursuites. Alors, qui a pris la décision? C'est tout le problème. Donc, ceux qui disent que c'est le cabinet, évidemment, elle l'a relayé. Ceux qui disent que c'est le ministre, c'est très plausible aussi. Ceux qui disent que c'est Madame Pénicaud, parce qu'elle savait qu'il y avait une urgence, c'est possible. Mais pour l'instant, qui sont mis en examen? La société France Business et la société Havas. C'est tout. C'est-à-dire que Madame Pénicaud, qui a été chargée de démanteler le Code du travail français, elle est passée entre les gouttes. Elle est restée témoin assisté. L'information a été close. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné où on avait des extraits des rapports des policiers qui disaient « Il n'est pas possible qu'elle n'ait pas été au courant ». Voilà, je prends cet exemple parce que Madame Pénicaud est loin d'être la ministre la plus calamiteuse de ce gouvernement, qu'on comporte quand même quelques-uns, mais je suis désolé, c'est pas possible. Alors, j'ai pris cet exemple, mais il y a Ferrand, il y a M. Bayrou. M. Bayrou, Corinne Lepage nous a raconté beaucoup de choses, en même temps que le Front National, en même temps que la France Insoumise, on vient leur reprocher les emplois d'assistants parlementaires au Parlement européen. On sait les avatars et les ennuis de Madame Le Pen, on sait les perquisitions à grand spectacle de Jean-Luc Mélenchon, mais non, rien pour M. Bayrou. Et on apprend par le Canard enchaîné, sans que rien ne soit démenti, on apprend que aucune investigation, quelle qu'elle soit, n'a été entreprise sur demande de l'Élysée. C'est écrit noir sur blanc sur le Canard enchaîné. Pas de démenti, etc. Si vous me demandez ce que j'en pense, je dis c'est tout à fait plausible et peut-être probable. J'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas accès au dossier, mais tout ce genre d'incidents qui se multiplient. Je prends 2 autres exemples, excusez-moi. Il y a Alexandre Benalla et Vincent Kras. On apprend qu'ils avaient un contrôle judiciaire, interdiction de se parler. Très bien. Ils se retrouvent chez quelqu'un et on l'apprend. On attend 3 semaines pour le convoquer. Et on lui dit, Monsieur Benalla, vous ne deviez pas parler à Monsieur Kras, c'est presque mécanique. On va vous mettre en détention, comme ça vous ne vous parlerez pas. Fort bien. 8 jours après, la chambre d'instruction, 8 jours après, des délais qu'on ne voit pas dans la vie courante. 8 jours après, M. Benalla est mis en liberté avec le même contrôle judiciaire, qu'il a violé.
juste avant. Non, je ne parle même pas de sanctions, je parle de mesures techniques. Vous êtes en train de nous dire que la justice est totalement instrumentalisée et qu'elle est aux mains Alors attendez, du pouvoir. je vais prendre mon deuxième exemple, que je trouve très très joli. Monsieur Benalla est à nouveau convoqué par la commission d'enquête du Sénat. Ça fait 1 mois et demi qu'on nous rebat les oreilles des fameux passeports. Il ne se passe rien. Et curieusement, il est convoqué un lundi. Le jeudi, on le met en garde à vue. Et puis, on fait une enquête préliminaire sur les 2 passeports. Pourquoi est-ce que ça a été fait, ça ? Non pas pour poursuivre ce pauvre monsieur Benalla, il a tellement de soutien, il a tellement de protection, mais parce que ça empêchait le Sénat de l'interroger sur les passeports. Ça, je le pense, je sais cette conviction-là. Je ne suis pas dans la tête du procureur qui a décidé cette garde à vue, qui a été très courte, cette garde à vue et le lancement de cette enquête préliminaire sur les passeports, mais je pense que c'était destiné en particulier à éviter qu'on puisse lui poser des questions gênantes sur ce point, ce qui n'a pas été possible de faire. Donc voilà deux exemples qui sont quand même assez inquiétants pour la façon dont une certaine justice fonctionne. Quand vous dites une certaine justice, c'est... Parquet national financier, les gens qui ont sacrifié François Fillon dans la façon dont ils ont opéré, je ne parle pas du fond, mais c'était urgent. Toutes les premières investigations des 3 premiers jours se sont trouvées immédiatement dans la presse. Fillon a déposé une plainte, il n'y a jamais eu un acte d'instruction pour savoir d'où venaient les fuites. Il y a le pôle financier aussi qui est en train de martyriser le Rassemblement national. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais voté pour le Front National et je ne suis pas tout à fait de la même famille politique, mais c'est tout à fait scandaleux la façon dont on s'acharne contre ce mouvement. Il y a l'histoire des photos avec la convocation chez le psychiatre. Tout ça, je suis désolé, donne une image de la haute justice, du haut appareil judiciaire, surtout essentiellement parisien, qui est déplorable et qui nourrit un sentiment de défiance dans l'opinion publique. La nomination du procureur de Paris avait d'ailleurs, s'était passée dans des conditions un petit peu rocambolesques là aussi. Oui, grande première aussi, grande première. Oui. C'est-à-dire qu'on a une procédure classique et il y a 3 noms qui sortent. Vous savez, c'est comme les chasseurs de tête, c'est la shortlist. Donc les 3, et puis ils passent devant le Conseil supérieur de la magistrature, et puis on décide que ce sera le premier, celui qui sort le mieux de ce petit processus, qui sera nommé. Puis il se trouve que lui décline et va ailleurs. Donc on se dit, on va prendre le deuxième. Ah non! M. Macron a demandé qu'on recommence tout. Et comme par hasard, est arrivé le procureur actuel, qui a été naturellement nommé. Et qui, depuis, je veux dire, fait absolument tout ce que veut le pouvoir. Par exemple, ce brave homme m'a envoyé des emails et a pris des décisions, des circulaires, demandant à ce qu'on garde illégalement les gens en garde à vue, pour pas qu'ils retournent manifester. Dans le code pénal, ça s'appelle la séquestration arbitraire, c'est puni de 10 ans de réclusion. Donc, de 10 ans de prison, pardon. Donc, mais non, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne, si, on proteste, mais ça n'a pas empêché le procureur d'agir de cette façon. Dans la répression, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la répression du mouvement des Gilets jaunes, vous voyez à toutes les étapes ce genre là aussi, d'instrumentalisation de la justice ? J'aurais souhaité ne pas l'avoir. Par expérience, j'espérais que les choses avaient un peu changé, qu'on aurait, je veux dire, quand même une attitude plus conforme à la nécessité de l'impartialité de l'institution judiciaire. Et malheureusement, cette institution qui a une culture de l'ordre qui est plus forte que la culture de la justice. L'ordre et la justice, c'est pas la même chose. Ils peuvent s'avérer contradictoires. Donc, au coup de sifflet de Madame Belloubet, qui est descendue dans une séquence inouïe. Elle est allée un dimanche au parquet, voir les parquetiers pour leur dire « Allez-y, soyez fermes, soyez sévères, etc. » Donc le parquet, c'est l'autorité de poursuite qui est sous sa responsabilité, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir faire par le garde des Sceaux. Et donc là-dessus, toute une série de procédures liées à une justice de masse, c'est-à-dire une répression de masse, ont été lancées. Les 3/4 étaient probablement illégales dans la mesure où il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse utiliser ces procédures de comparution immédiate. Et les juges du siège, malheureusement, pour la plupart, ont accepté de jouer ce rôle d'être l'outil
de ce qu'ils pensaient être le rétablissement de l'ordre, alors que leur mission, c'est de rendre la justice. Donc, moi, comme on a rassemblé pas mal d'informations, j'ai les retours de mes confrères en province, c'est assez impressionnant. Hier, une avocate de Lyon qui s'est bagarrée pour les Gilets jaunes a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour rébellion parce que elle était sur un rond-point, sa voiture était garée beaucoup plus loin, et les policiers sont venus et ont exigé qu'elle donne les papiers de la voiture. Il n'y a aucune raison que je donne les papiers de la voiture, je ne suis pas dedans, je ne m'en sers pas, etc. Donc, eh bien, poursuivi le 4 juillet. Hein, donc, pour ceux qui seront au Festival d'Avignon, il y aura peut-être une représentation qui sera amusante et intéressante à ce moment-là. Hein, et ça, on a des dizaines d'exemples. Alors là, je parle des confrères qui sont confrontés à des moments assez difficiles. Il faut être courageux, hein, vous savez, pour aller au combat dans ces conditions. Et donc, oui, la justice française a été instrumentalisée à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes, en application des orientations données par le président de la République dans son message de Nouvel An, c'est-à-dire je choisis la répression. Je choisis la répression. Donc on parle beaucoup de la répression policière, on parle beaucoup de l'utilisation des NAS, de l'utilisation de stratégies particulières qui provoquent très souvent les incidents. Je ne parle pas de samedi, parce que samedi, je pense que c'était un petit peu le contraire. Hein, mais enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il y a toutes ces blessures, tous ces dégâts, toutes ces vidéos épouvantables où on voit les policiers de la BAC qui s'acharnent, on voit des exactions. C'est ça qui, à l'étranger, a provoqué beaucoup d'émotions. Hein, mais on a tendance à oublier la répression judiciaire, qui est l'autre versant de l'ensemble. Une répression de masse contre le mouvement des Gilets jaunes, seule solution envisagée pour juguler le mouvement par le pouvoir exécutif. Et comme dit Emmanuel Macron, je consolide et je réattaque. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis politique, il n'y aura pas de solution politique. On m'a rapporté une réflexion qu'il aurait faite au mois de décembre. Au mois de décembre, on parlait beaucoup de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Et interroger Emmanuel Macron, je ne sais pas hein, si c'est vrai, aurait dit, mais attendez, j'ai aucun problème avec l'Assemblée nationale. Ben oui, pardi. Oui, ça logiquement, oui. C'est logiquement, mais c'est pas pour ça qu'il faudrait. 350 députés pour 14,5% oui, des inscrits. et puis quand on fait appel au peuple, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des ennuis ou pas d'ennuis avec l'Assemblée nationale. Je veux dire, en 68, l'Assemblée était majoritairement au soutien de Charles de Gaulle, donc, mais il a pensé qu'il fallait... Et il a eu à ce moment-là... lui pensait que c'était pas lui. Mais bon, que c'était plutôt la peur qui lui avait donné cette... D'ailleurs, l'opinion publique le lui montrera en le congédiant dès l'année suivante. Quel est le rôle des médias dans ce jeu-là, puisque vous parlez d'une répression de masse, répression judiciaire, vous parlez de la question sécuritaire. Pour ce qui est de la répression judiciaire, le rôle des journalistes serait d'analyser tout cela, de transmettre, d'aller interroger des spécialistes, de débattre du sens des mots, des choix des juges, etc. Ce travail-là est fait ? Non. Moi, je reconnais, hein, je ne vais pas être très long là-dessus, je ne peux plus regarder les chaînes d'information, parce que ce n'est pas la peine de se fatiguer, c'est pas la peine de risquer un AVC, hein, donc non, je préfère regarder votre chaîne, je préfère regarder, aller sur les réseaux parce qu'on trouve des choses intéressantes, des analyses, etc. Sur les médias grand public, vis-à-vis desquels la défiance de l'opinion publique est considérable. Que les éditorialistes, les journalistes ne le mesurent pas à ce point et passent leur temps à pleurnicher dès lors qu'ils se font prendre à partie, c'est quand même assez étonnant. J'ai un ami qui était à faire une conférence avec des journalistes assez connus en province, donc la salle était plutôt gilet jaune, hein, et donc naturellement c'est affreux contre les journalistes, c'est le retour des heures sombres, etc. etc. Et puis bon, lui est intervenu pour dire que il n'avait pas cette vision-là, que les éditorialistes doivent éditorialiser, mais que les journalistes doivent décrire. Hein, et il prenait l'exemple de la façon dont le calcul du nombre de manifestants était répercuté. Moi, j'ai toujours connu, la police dit que, les organisateurs disent que, et nous, on pense que. C'est à peu près ça. Là, c'est terminé. Tout le monde reprend les chiffres, aussi grotesques soient-ils, de Castaner. Tout le monde.
C'est assez impressionnant, ça. Et donc, il s'explique un petit peu là-dessus, et à la fin de cette conférence, les gens sont venus le voir en le félicitant. Mais il disait pas, vous avez raison, vous êtes courageux de dire ça. Ce qui est quand même, je trouve, assez significatif. C'est-à-dire que les gens savent que ces médias ont été totalement défaillants à cette occasion, hein, et qu'on ne peut plus leur faire confiance. Je trouve que pour les gens qui sont sur ces plateaux, pour ces journalistes, c'est pas une très très bonne nouvelle. Alors, quel rôle ils jouent? Là, je décris justement cette espèce de conformisme où les éditorialistes ont pris le pas sur le travail journalistique. Il y a aussi le fait que c'est une partie qui se jouait, le quatrième pouvoir, qui se jouait à plusieurs. Hein. C'est-à-dire que vous aviez le pouvoir exécutif, vous aviez le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire, comme on dit dans la Constitution, et le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Il y a eu une alliance contre les deux autres, entre les médias et la justice. Ça, c'est clair. Une certaine partie de la justice, hein, c'est-à-dire qu'on a monté en épingle les justiciers, on a systématiquement soutenu un certain nombre de procédures, aussi acrobatiques soient-elles, dès lors que ça pouvait permettre de régler des comptes politiques. Nicolas Sarkozy en sait quelque chose. Donc, cette espèce de pacte, il prend une autre tournure dès lors que les médias dont on parle, aujourd'hui, ont perdu leur indépendance. Je veux dire, la dimension économique, c'est une banalité que de dire que c'est l'oligarchie qui possède les médias dans ce pays, les grands médias, j'entends. Hein. Puis, quasiment tous les médias importants, en exactement, effet. Exactement. Donc, et il suffit de voir d'ailleurs comment la candidature d'Emmanuel Macron a été poussée, simplement en faisant le pointage de toutes les premières, les premières pages, les couvertures de tous les magazines. C'était assez impressionnant. Donc aujourd'hui, ce couple un peu infernal, enfin moi je l'ai vécu comme ça, entre les médias et la justice, est un peu faussé, parce que les deux, pour des raisons différentes, sont un petit peu au service du pouvoir exécutif ou du pouvoir d'Emmanuel Macron, la justice au travers de ce que j'en décrivais tout à l'heure, et les médias au travers de ce que je viens de dire concernant leur traitement de ce qui s'est produit. Ça crée une situation de tension, ça crée une situation de frustration très importante et que je pense vraiment, vraiment dangereuse. Au-delà des prises à partie de journalistes ou des violences qui ont pu être subies, c'est pas très très sain que une grande majorité de la population, parce que c'est une grande majorité de la population, se défie à ce point de ces institutions. On parle de démocratie représentative, de check and balance, de pouvoir qui s'équilibre, qui se contrôle. Là, je veux dire, une des caractéristiques de la période, c'est que, et l'arrivée d'Emmanuel Macron en est le symptôme, ou la conséquence, c'est que tous ces organismes, la presse, les 4 cours suprêmes, dont je souhaiterais dire un petit mot, les 4 cours suprêmes dont est doté notre pays, hein, parce que nous on n'en a pas une, on en a 4, je vais les citer, hein, qui aujourd'hui n'exercent plus leur travail de contrôle sur les autres pouvoirs. Ne l'exercent plus. Il y a de ce point de vue-là une vraie démission. Ces 4 cours suprêmes, ce sont le Conseil constitutionnel, hein, auquel vient d'arriver un repris de justice fort connu. Un certain Alain Juppé. Un certain Alain Juppé. Je fais partie de ceux qui, quand on dit qu'il a payé pour Chirac, intervient en disant c'est faux, je connais l'affaire par cœur. Hein. Donc il y a le Conseil d'État, il y a la Cour de cassation et il y a la Cour des comptes. Toutes les 4 sont, pour des raisons d'endogamie, pour des raisons de connivence philosophique, politique, économique, sont pas asservis, sont liés au pouvoir. Et quelquefois, d'ailleurs, vont au-devant de ces souhaits. Si les contrôles avaient joué, l'élection présidentielle n'aurait pas pu se terminer comme elle s'est terminée. Toute la campagne d'Emmanuel Macron était, je veux dire, bourrée d'illégalité quant à son financement, qui sont des fautes de financement qui, au-delà des dépassements de plafond, sont des infractions pénales.
Hein. La Commission nationale des comptes de campagne n'a rien dit. Il y a juste sur 2-3 éléments des transmissions qui ont été faites au parquet, hein, et il ne s'est jamais rien passé. Jamais rien passé. Le parquet a été saisi dans le cadre de ses prérogatives par la Commission nationale des comptes de campagne. Il ne s'est rien passé. Le Conseil constitutionnel a tout validé. Hein, on rappellera quand même qu'en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il avait invalidé ses comptes. Ça vaut peut-être la peine de... Ça a été plus tatillon, oui. Oui, c'est pas tatillon, c'est très simple ce qui s'est produit. Nicolas Sarkozy, président sortant, va faire un meeting à Toulon en même temps qu'un déplacement de chef de l'État. Et donc, ça a un coût. Et dans la pratique courante, habituelle, la jurisprudence, etc., hein, on considère que dans ce cas-là, c'est 30% pour les comptes de campagne, du coup, et 70% pour l'État. Eh bien non. La commission des comptes de campagne, curieusement, tout d'un coup, a décidé de changer. Et ça a été 70% pour le compte de campagne et 30% pour l'État. Et là, le compte, hop, a dépassé le plafond, donc rejeté. Donc 11 millions non remboursés et les fameuses... Le fameux Sarkoton. Le fameux Sarkoton, puis la fameuse amende où on a réussi à le remettre en examen pour une ordonnance de non-lieu parce que ça ne tenait pas debout. Donc voilà, non, c'est vraiment une décision de la Commission nationale des campagnes avalisée par le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque par Jean-Louis Debré, grand ami, notoire ami de Nicolas Sarkozy. Je suis en train de dire des horreurs, hein, je pense que je vais de nouveau m'exposer, mais... je veux dire, c'est quelque chose, quand on parle de la légitimité d'Emmanuel Macron, sa légitimité juridique est faible. Elle est faible. Il y a, si vous voulez, la sincérité du scrutin a été altérée par ces procédures pénales à l'encontre de François Fillon, pour lequel je n'aurais pas voté, qui est quelqu'un qui s'est défendu comme un manche, ça c'est tout à fait vrai, mais 2 ans après, hein, l'affaire n'a toujours pas été jugée, alors qu'on nous avait dit à l'époque que c'était urgent. Hein. Donc il y avait déjà ça. Parce qu'il faut quand même se rappeler que lorsque la procédure est lancée, Macron est à 14 ou 15% dans les sondages et l'autre est Fillon à 25%, et que l'affaire permettra l'inversion et la stratégie des castors au second tour. Stratégie des castors qui est assez amusante d'ailleurs parce que... Oui, c'est la gauche qui fait barrage, c'est ça? Oui, c'est la gauche, pas seulement la gauche qui fait barrage, hein, et quand on voit ce qui arrive aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on nous avait dit qui arriverait si Marine Le Pen prenait le pouvoir, hein, en matière de dérive autoritaire et d'atteinte aux libertés. Hein. Je veux dire, c'était Marine Le Pen qui devait remplir les stades, aujourd'hui c'est M. Calvi qui le demande que Emmanuel Macron le fasse. Bon, écoutez, ça c'est comme ça, mais cette défaillance des organes de contrôle, on demande au Conseil d'État d'interdire le LBD, je veux dire ce qui était non. Alors là, je vous parle de choses relativement récentes, je vous parle de l'actualité, mais sur tout un tas d'autres sujets, c'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil. Je considère que la France a perdu sa souveraineté juridique dans l'affaiblissement du pouvoir législatif, l'ossification dans les traités à valeur constitutionnelle d'un certain nombre de prérogatives qui relevaient de la délibération populaire du peuple français auparavant, dans l'Union européenne, hein, et maintenant une montée en charge de la jurisprudence pour mettre en cause un certain nombre de choses par des interprétations qui sont, je veux dire, qui vont à l'encontre des décisions souveraines. Alors déjà, aujourd'hui, cette souveraineté a du mal à s'exprimer compte tenu de l'état du Parlement, mais en plus, quand elle se prononce, eh bien, les juridictions derrière se sont accordées des marges d'interprétation et sont aujourd'hui dans un rapport philosophique, politique, professionnel, idéologique avec le pouvoir qui rend les choses assez dangereuses. C'est-à-dire que si on me disait, aujourd'hui, est-ce que vous considérez, comme disent les économistes, la France a perdu sa souveraineté économique avec l'euro, avec l'UE, ce qui est probablement vrai, je répondrais, mais elle a aussi perdu sa souveraineté juridique et il serait temps qu'elle puisse la reconquérir. Il y a un livre qui est sorti récemment, c'était très intéressant la façon dont il était titré, c'était pour dire que c'était formidable parce que les juges appliquaient des principes, des valeurs, des choses comme ça, hein, et qu'il ne fallait pas s'en remettre au jugement du peuple. Et donc ça s'appelait
le droit contre les démons politiques. C'est-à-dire que l'expression souveraine d'un peuple, au travers de ses institutions, c'est démoniaque. Oui, c'est ça, c'est démoniaque, et le droit va permettre en fait d'étouffer la Absolument. volonté du peuple et de se Attention, prémunir contre le tout droit, ça. si vous voulez, les sources du droit, vous avez la loi, vous avez la jurisprudence, la doctrine et la coutume. La loi est première, la jurisprudence est seconde. On est en train d'assister à une inversion. En matière de droit européen, c'est le Conseil d'État qui décide que les directives, avant même introduction en droit français, avant même leur extension et leur application au droit français, étaient applicables immédiatement. C'est le Conseil d'État qui décide ça. Personne. C'est de sa propre initiative qu'il décide. Ce qui fait que, d'ailleurs ça lui retombe sur le nez, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Cour de cassation, partant de ce raisonnement, va chercher, quand elle a appliqué le droit français, effectivement, va chercher dans le droit européen de quoi mettre en œuvre des jurisprudences qui lui conviennent mieux. Alors bon, vous me direz, ça peut aller jusqu'à ce juge des beaux ruraux qui, pour condamner un paysan qui laissait de la boue sur les routes et qui ça gênait le transport scolaire, l'a condamné en application d'un texte suisse. Alors quand on lui a demandé, mais attendez, c'est un texte suisse, mais attendez, non, j'ai été voir sur Internet, donc ordonnance numéro tant, etc. Et donc c'était du droit suisse. Bon, c'est un cas un peu extrême. Mais ça n'a pas eu l'air de gêner grand monde, il n'a pas été convoqué au CSM pour lui demander quelques explications. Non, sa décision, on verra ce que dit la Cour d'appel. Enfin bon. Oui, là vous nous parlez de l'impunité également des juges, qui fait partie aussi du problème, peut-être. Vous m'emmenez sur des terrains où je vais avoir encore des ennuis, là. Hein. Non, ça, c'est pas bien du tout. Je suis désolée. C'est vraiment très Vous mal. y allez un petit peu tout seul. Oui, non, mais je suis un peu chaud, là, vous le sentez. Mais c'est la période qui veut ça. Moi, on m'a fait un beau cadeau avec ce mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai, c'est un corps qui est sociologiquement très homogène, très féminisé. Alors ça, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, pour le corps lui-même, hein, mais très féminisé. L'ENM, c'est 80% de jeunes femmes et 20% de gars, et qui est très fermé, endogamique, vivant. Ils passent le concours 22-23 ans, à 24-25, ils sortent avec un permis de juger, puis ils vivent entre eux. Donc ça, c'est pas très... Malheureusement, il n'y a pas de brassage. Il y a un peu de recrutement externe, mais pas beaucoup. Et c'est un corps qui se protège, c'est normal. Tous les corps se protègent. Le corporatisme, il existe chez les avocats, il existe partout, dans l'armée, n'en parlons pas. Hein. Donc, le problème, c'est que... et comme tout le monde, quand même, quelque part, a peur d'eux, je pense aux politiques, parce que les politiques disent « je fais confiance à la justice de mon pays », ils mentent. Oui, en général, ils le prononcent de façon tellement automatique que ça manque un peu de sincérité. Et ils en ont peur. Moi, par Bien expérience, sûr. je sais qu'ils en ont peur. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Et donc... Tout un tas d'écarts ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient, ne sont pas traités comme ils le devraient. Je veux dire, pour avoir des ennuis disciplinaires avec le Conseil supérieur de la magistrature, il faut vraiment égorger sa belle-mère. Hein. Donc, et on a un très très bel exemple qui est le fameux mur des cons. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'un syndicat qui est manifestement une structure politique, hein, puisqu'ils passent leur temps à critiquer ce que fait le législateur et à intervenir dans des débats directement politiques, affiche sur un mur sa revendication de la partialité. Parce qu'on vous parle d'indépendance, l'indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Jamais vous entendez le mot impartialité. Donc il y a eu un très, très joli article que j'avais commenté dans Le Monde, je crois, pour dire, mais attendez, l'impartialité s'est dépassée, etc., etc., que ce scandale, qui est un scandale qui a laissé des traces cuisantes dans l'opinion, n'ait pas donné lieu à des sanctions disciplinaires, c'est invraisemblable. Alors on a choisi des procédures de diffamation particulièrement... je vais utiliser un mot familier casse-gueule parce que c'est assez compliqué de mener ces procédures. Le parquet a toujours requis relax et refusé les poursuites. Hein, et 4 ou 5 ans après, on va avoir une décision chèvre-chou. On va peut-être faire plaisir au malheureux général Schmitt qui était en bonne place sur le mur des cons. Mais c'est tout. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Je veux dire qu'à ce point, une telle faute
la revendication de l'impartialité n'ait pas été sanctionnée. Et je ne vais pas prendre exemple à l'étranger, j'aime pas trop ce raisonnement, mais je veux dire dans n'importe quel des autres pays d'Europe, même la Hongrie du vilain Orban, je pense que ça n'aurait pas été possible. Régis de Castelnau, vous venez de nous dresser un tableau qui n'est pas particulièrement réjouissant, mais j'espère que ça incitera de nombreux internautes à aller voir votre blog Vue du droit, puisqu'ils se seront aperçus qu'il vaut mieux connaître un petit peu ces choses-là pour être avertis de tout ce que vous venez de nous dire et qui nous concerne tous en tant que citoyens. Merci beaucoup, Régis de Castelnau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.